Vous savez, à l'intérieur de chaque ordinateur, il se passe quelque chose de fascinant, une sorte de conversation secrète. C'est une négociation permanente entre des composants qui fonctionnent à des vitesses, mais alors radicalement différentes. Allez, on va plonger ensemble dans cette chorégraphie cachée. En surface, on a l'impression que c'est simple, non? Une donnée entre, elle est traitée, et hop, un résultat sort. Mais derrière ce schéma tout bête se cache une complexité assez folle. Comment est-ce que le processeur, qui est une vraie fusée, peut bien discuter avec un clavier, lent comme un escargot, sans perdre patience? Eh bien, c'est justement là que réside tout le génie de nos machines. Le cœur du problème, c'est vraiment ce conflit de vitesse. D'un côté, on a le processeur central, le fameux CPU. Lui, il peut faire des milliards d'opérations à la seconde. C'est juste ahurissant. Et de l'autre, on a les périphériques, le clavier, la souris, même le disque dur, qui sont mais alors beaucoup plus lents. C'est un véritable choc des temporalités. Pour bien se rendre compte de l'échelle, regardons un peu les chiffres. Un clavier, ça envoie à peu près 10 octets par seconde. C'est minuscule. Un port USB 2.0, lui, peut monter jusqu'à 60 millions d'octets par seconde. L'écart est juste colossal. Si le processeur devait attendre bêtement chaque lettre tapée, il ne ferait absolument rien d'autre. Il faut donc un traducteur, un intermédiaire. Et la solution à ce problème de vitesse, c'est justement une pièce matérielle, un circuit spécialisé qui va jouer le rôle de pont, de médiateur entre le monde hyper rapide du processeur et le monde bien plus tranquille des périphériques. L'architecture, en fait, est super ingénieuse. Plutôt que de brancher chaque appareil directement sur le processeur, on passe par ce qu'on appelle une unité d'échange ou un contrôleur. C'est cette pièce maîtresse, qu'on voit ici en orange, qui va faire l'interprète. Donc voilà le point essentiel. Un contrôleur de périphérique, c'est un circuit électronique dont l'unique boulot est de parler la langue d'un périphérique bien précis. Il va prendre un ordre très général du processeur, du genre lisse officier, et le traduire en une série de signaux électriques très spécifiques que, par exemple, le disque dur est le seul à comprendre. Cette image, elle illustre ça parfaitement. Quand on parle d'un disque dur, on imagine souvent la partie mécanique, vous savez, les plateaux qui tournent. Mais il y a aussi toute la partie électronique, le circuit imprimé vert qu'on voit là. Ça, c'est le cerveau, c'est le contrôleur qui pilote le corps. Les deux sont absolument indissociables. Bon, maintenant qu'on a notre traducteur, il faut optimiser la manière de communiquer. Parce qu'au début, les méthodes étaient vraiment inefficaces, mais avec le temps, elles sont devenues de plus en plus intelligentes. La toute première méthode, la plus basique, ça s'appelle l'interrogation ou polling. C'est un peu comme un enfant sur la banquette arrière qui n'arrête pas de demander « On est bientôt arrivé ?» Le processeur passe son temps à harceler le périphérique pour savoir s'il a fini sa tâche. C'est évidemment extrêmement inefficace. Et le résultat de ça, eh bien, pendant que le périphérique est en train de bosser, l'unité centrale est complètement bloquée, monopolisée à 100%, coincée dans cette boucle d'attente. Elle ne peut rien faire d'autre. C'est un gaspillage monumental de sa puissance de calcul. Heureusement, on a inventé une méthode bien plus maligne, les interruptions. Là, le processeur lance l'opération, et puis il passe à autre chose, il fait sa vie. Il fait confiance au périphérique. Une fois que ce dernier a terminé, il envoie un signal, une interruption, c'est vraiment comme une petite tape sur l'épaule, pour dire au processeur « ça y est, c'est bon, j'ai fini, les données sont prêtes ». Et hop, le processeur est libéré pour faire plein d'autres choses entre-temps. Et on arrive enfin à l'optimisation suprême, l'accès direct à la mémoire, le fameux DMA. Avec le DMA, le processeur ne se contente plus de lancer l'opération, non, il la délègue entièrement à un contrôleur spécialisé, le contrôleur DMA. Et c'est lui qui va gérer tout le transfert de données entre le périphérique et la mémoire sans plus jamais déranger le processeur. Le processeur, il est juste prévenu au tout début et à la toute fin. C'est l'art de la délégation poussée à son paroxysme. L'impact de cette délégation est juste spectaculaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans un certain scénario, un système sans DMA n'utilise son processeur qu'à 37,5% de son potentiel. Tout le reste du temps est perdu à gérer les transferts. Avec le DMA, ce rendement fait un bond à plus de 73%. On double presque l'efficacité du processeur juste en changeant la méthode de communication. C'est une optimisation purement logique, mais le gain de performance est énorme. Ok, donc on a vu comment le système optimise le dialogue entre les rapides et les lents. Mais il y a un autre type de bouchon, un goulot d'étranglement qui n'est plus logiciel mais bien physique, les contraintes mécaniques d'un bon vieux disque dur à plateau. Pour aller chercher une donnée sur un disque dur, il y a une tête de lecture qui est montée sur un bras et ce bras doit se déplacer physiquement jusqu'à la bonne piste sur un plateau qui tourne à des milliers de tours par minute. Ce mouvement mécanique, comparé à la vitesse de l'électronique, est incroyablement lent. Et c'est ça la source principale des retards. L'analogie parfaite pour comprendre la solution,
c'est celle de l'ascenseur. Imaginez, si plusieurs personnes appuient sur les boutons, l'ascenseur ne va pas faire le 10e, puis redescendre au 2e, pour remonter au 5e. Non, ça serait absurde. Il optimise son trajet. L'idée, c'est d'appliquer exactement cette logique au bras du disque dur. Et c'est ça qu'on appelle l'ordonnancement des requêtes du disque. Il s'agit d'utiliser des algorithmes intelligents pour réorganiser les demandes de lecture et d'écriture dans le but de minimiser les mouvements inutiles de ce fameux bras. L'approche la plus simple, la plus intuitive, c'est bien sûr de traiter les requêtes dans l'ordre où elles se présentent. C'est la méthode première arrivée, premier servi, ou FCFS. C'est juste, c'est équitable, mais comme on va le voir, c'est terriblement inefficace. Regardez-moi ce parcours. C'est complètement chaotique. En traitant les requêtes dans leur ordre d'arrivée, la tête de lecture passe son temps à faire des allers-retours sur toute la largeur du disque. Le coût total de ce déplacement, 111 cylindres. C'est énorme. Et maintenant, passons à une approche bien plus fine, l'algorithme de l'ascenseur, qu'on appelle aussi look. L'idée est simple. Le bras se déplace dans une seule direction et il sert toutes les requêtes qu'il croise sur son chemin. Une fois qu'il arrive à la dernière, seulement là, il inverse sa direction. Et là, le résultat est juste saisissant. C'est le jour et la nuit. Le mouvement est fluide, logique, il n'y a plus d'aller-retour inutile. Le coût total du déplacement pour faire exactement le même travail, 60 cylindres. Seulement, on a réduit le mouvement de presque de moitié. La comparaison est sans appel. D'un côté, on a une approche un peu naïve qui nous coûte 111 unités de mouvement. De l'autre, un algorithme intelligent qui fait le même travail pour seulement 60. Cette simple optimisation, qui est purement logique, a un impact massif sur les performances du disque et donc sur la réactivité de tout le système. C'est la différence concrète entre un chargement qui paraît instantané et une attente qui nous semble interminable. Toutes ces conversations, ces traductions, ces trajets optimisés, tout ça se déroule en permanence, dans le plus grand des secrets, des milliards de fois par seconde, juste pour que notre expérience numérique soit la plus fluide possible. Et ça nous amène à une question assez vertigineuse. Combien d'autres balais de cette complexité se jouent en ce moment même, juste sous nos doigts ?